Merci Frédéric. Je vous propose une réflexion sur objet ou sujet de droit avec l'idée, bien évidemment, d'essayer de prouver, avec beaucoup de réserve, mais aussi beaucoup de détermination, que les robots sont aujourd'hui sujets de droit. Pour l'instant, nous sommes en minorité, vraiment en minorité. Et donc, c'est en tant qu'avocat des droits de la défense pour la reconnaissance de la personnalité des robots que je présente cette conférence. Vous l'avez compris, j'ai déjà confondu conférence et plaidoirie. Et surtout, par rapport à nos deux conférenciers, nos deux invités, vous allez voir, je voudrais aussi aborder la conscience des robots. Nous sommes en lisière de la conscience et tout ici est question de définition. Alors, deux éléments, une typologie et des constats, bien sûr, une évolution nécessaire du droit positif et, non pas une conclusion, mais une réflexion pour nous tous, la personnalité robot. L'intelligence de la robotique, on commence par le grille-pain, on passe à la voiture autonome. Pepper est déjà dans l'espace des robots intelligents. Les robots dans l'espace sont des robots en tant que tels. Et la vraie rupture, c'est le robot libre. À partir de quand le robot est en situation de liberté? On peut prendre beaucoup de définitions. Il y en a en matière normative, il y en a sur le plan doctrinal, il y en a sur le plan juridique. Je vous propose une définition. Et cette définition, qui est la mienne, essaye de distinguer entre les automates qui obéissent à une série de programmes prédéfinis et les robots qui n'obéissent a priori à personne à partir d'un certain niveau de qualité de la programmation. J'appelle robot une machine intelligente capable de prendre des décisions de manière libre. Le concept, c'est celui de liberté. Interagissant avec son environnement, capable de mobilité et surtout agissant en coopération avec les hommes, avec une capacité d'apprentissage. Cette capacité d'apprentissage, c'est-à-dire cette autonomie par rapport à la programmation utilisateur, cette autonomie par rapport à la plateforme d'intelligence artificielle, fait naître nécessairement, pour moi, un être de droit. Certains parlent d'être artificiel. Ils vont très loin dans l'appositionnement. En ce qui me concerne, je parle de personnes robots. Et c'est bien des personnes robots sur lesquelles je voudrais, avec vous, m'interroger sur objet ou sujet de droit. L'insuffisance du droit positif, remarquez. Il existe aujourd'hui des avatars robots. La définition que je vous ai proposée marche à la fois pour les robots avec une coquille mécatronique et pour des robots totalement virtuels. Il existe des articles écrits dans de très grands journaux pour les résultats sportifs, les résultats financiers. Il existe pour ces mêmes robots la possibilité de présenter des services de toute nature sur le net. Faut-il, par exemple, marquer « réalisé par un robot » ? Y a-t-il un devoir de transparence qui distingue le robot en termes de production d'articles journalistiques à l'homme? Est-ce que l'on doit interdire la signature d'un article écrit automatiquement par un robot sans aucune intervention humaine du type nom, prénom? Les robots administrateurs qui participent à la décision dans un conseil d'administration, les robots à l'origine d'une création artistique, c'est-à-dire capables de répondre aux deux critères qui font de l'auteur un humain différent des autres. Il y a un peu de Dieu, disait-il, dans la création artistique. Mais cette création artistique, dans le monde entier, existe dès que l'œuvre est originale. Et l'œuvre est originale, par exemple, en matière, vous le savez, dans la plupart des pays du monde, si elle exprime la personnalité de son auteur, approche qualitative de l'originalité. Mais en Allemagne ou en France, pour les logiciels,
Il y a originalité d'une œuvre logicielle dès qu'il y a un effort personnalisé, c'est-à-dire une approche quantitative de l'originalité. Si je prends cette définition, aujourd'hui, les avatars et les robots sont capables de création artistique. Enfin, le troisième niveau, ce que je voudrais signaler, les robots compagnons, qui sont des concentrateurs d'intimité, de l'enfant autiste à la personne âgée. Il faut nécessairement, à côté du concept que mettait en œuvre Olivier sur l'intégrité numérique, je pense que nous avons besoin du concept d'intimité numérique. Le droit commun des robots, effectivement, c'est ce que je soutiens, une approche transversale et ensuite des droits spécifiques. Vous verrez, la plupart des pays du monde, ils vont copier la loi du Nevada. On va voir. Mais je vous avais dit que le driver du droit était la technologie. Il y a tout lieu à penser que les expériences qu'il y a en Suède, les expériences qu'il y a en Angleterre et en France, on va parler d'auto-délégués. Il y a toutes les chances que nous ayons le système américain. En fait, en matière de technologie, sur le marché économique, le premier prend tout. En termes de droit, le premier prend tout aussi. Une catégorie embryonnaire commence à exister, la voiture autonome, on y reviendra, la voie souple, le droit aérien civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'homogénéité, et pourtant, à chaque fois, ce sont les mêmes questions qui se posent. Qui est responsable? Quelle place l'utilisateur a dans cette responsabilité? Quelle place devons-nous créer pour les fabricants? L'évolution majeure, c'est celle de la responsabilité. Est-ce qu'un accident de la circulation, on peut le mettre effectivement aujourd'hui sur la responsabilité d'une voiture autonome? La réponse est oui, clairement oui, puisque c'est une responsabilité objective. Et remarquons que la Google Car, après des millions de kilomètres, a eu, semble-t-il, que 7 accidents, et que dans ces 7 accidents, jamais elle n'a été responsable de l'accident. La responsabilité du fait des choses, totalement inappropriée lorsqu'on sait qu'on est à des milliers de kilomètres au niveau de la gare. La responsabilité expérimentale, c'est intéressant, la responsabilité expérimentale. On dit que c'est un produit nouveau et on prend la responsabilité expérimentale, c'est-à-dire une partage de risque entre celui qui a entre les mains un objet qui n'est pas forcément complètement débugué et puis l'éditeur ou le fournisseur. Mais là, ce n'est pas possible. Comment mettre NAO en expérimentation, responsabilité expérimentation, alors qu'il est avec des êtres en difficulté, l'enfant autisme ou des personnes âgées en position d'Alzheimer? La responsabilité des produits dangereux, Olivier l'a traité. En fait, la responsabilité du fait personnel, c'est un peu trop tôt. L'effet des produits défectueux en tant que tels, différents des produits dangereux, difficiles. Il ne reste plus que le mécanisme assurantiel. Et le marché est effectivement dans le cas d'un marché assurantiel. Nicolas Hélénon, qui est dans la salle, si vous voulez le rencontrer, a été le premier à rédiger un contrat d'assurance spécifique pour les robots. Et je vous rappelle que la loi américaine, que ce soit celle du Nevada ou celle de Californie, impose une assurance à 5 millions de dollars. Alors, le robot humanoïde des responsabilités, eh bien moi, il me semble que je suis là, la position d'Olivier Guilhem, c'est qu'effectivement, ça forme un tout indissociable, ce qui est la fusion de la partie logicielle et mécatronique, impossibilité de séparer les éléments, et un régime donc spécifique doit être mis en place. Là, il faut quand même imaginer les intervenants de très haut niveau que sont par exemple la société Valeo, dans la capacité de mettre à disposition des produits intégrés dans les voitures pour qu'elles soient autonomes, notamment par rapport au parking. Et la guerre économique sur les robots ne fait que commencer. Lorsque vous allez avoir une voiture autonome qui veut se déplacer dans un parking,
Vous avez deux stratégies. La première stratégie, est-ce qu'elle est capable d'être totalement autonome? La réponse est sûrement non. Il va falloir d'avoir des éléments d'infrastructure. Mais les patrons de ces infrastructures, qu'elles soient réelles ou virtuelles, en mobile vers infrastructure, il y a tout lieu qu'ils vont exiger des licences. Donc, les robots vont poser des problèmes d'accès à l'information et ceux qui ont ces informations en termes d'infrastructure vont poser des problèmes aux robots dans leur capacité d'intelligence. Moi, il me semble que la solution, elle est ici essayée en synthèse. Vous avez le droit des biens, qui est l'élément auquel on pense immédiatement. Vous avez le droit des humains, c'est-à-dire l'ensemble des droits qui s'appliquent aux humains. Et les humains, ils ont une particularité que lorsqu'ils sont en situation de coopération, ils n'appliquent pas qu'uniquement du droit, les humains. Ils sont bizarres, les humains. Par exemple, quand ils sont devant une porte fermée, ils tapent. Si vous dites entrer, ils entrent. Mais si vous ne dites rien, ils entrent aussi pour voir s'il n'y a personne. C'est ça, un humain. Et cet humain, il a des référentiels éthiques et culturels. Plus effectivement le robot est libre, plus il va prendre du droit des humains et plus il faut lui apprendre les règles éthiques et les règles culturelles. Si je prends la voiture autonome, elle connaît le code de la route, celui qui s'applique aux humains. Et pour moi, c'est le degré de liberté qui fera le degré de responsabilité et demain qui pourrait faire le degré de conscience. Alors, Bruno Maisonnier, qui est l'ancien patron d'Aldébaran, qui est le concepteur de Nao, parle déjà, lui qui est au cœur de la création, d'être artificiel. En ce qui me concerne, je crois qu'il y a une personne robot. Comme il y a une personne physique dotée de la personnalité juridique, comme il y a des personnes morales dotées de la personnalité juridique des personnes morales, qui n'est pas la même que la personnalité des personnes physiques. Regardez sur la condamnation pénale, on admet aujourd'hui une condamnation pénale des personnes morales avec une appropriation du résultat différent. Personnalité physique, une personnalité particulière, personnalité morale, une personnalité particulière distincte de la première. Il m'est venu à l'idée, compte tenu du concept de liberté, et au fur et à mesure que ce concept de liberté va se développer, une personnalité, personne-robot, un homme, deux femmes, trois robots, une personne robot avec une personnalité juridique particulière. Vous remarquerez que dans l'étude faite dans le cas de Robolo, il parle d'une personnalité électronique. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, il me semble-t-il, pour reconnaître une personnalité juridique robot avec un système inédit de droit. Il demandera à être consacré par voie législative, mais il s'imposera, me semble-t-il, par le tissu social des relations avec les robots. Regardez ce que vous avez fait, comme Nao est en position d'attraction, et il ne fait pas grand-chose encore, Nao. Mais pourtant, là, sa puissance émotionnelle est telle, l'intelligence émotionnelle que vous mettez sur Nao, c'est celle qui fera que la culture va évoluer, que la conscience peut-être sera en lisière de la réflexion, mais que le droit devra prendre en compte. Et donc, je souhaite que les juristes français notamment, et demain, tous les juristes du monde, puissent effectivement partager la création pour que les robots deviennent juridiquement vivants. Et pour cela, que faudrait-il ? Eh bien, un registre public d'identification et de suivi. Mais déjà, les voitures ont des numéros d'immatriculation. Et pourquoi elle a des numéros d'immatriculation ? Parce que quand vous les rencontrez, on aimerait bien savoir qui. Et lorsque, aujourd'hui, vous rencontrez Nao, il ne veut pas parler, là, mais il parle. Mais comment demain, si il crée un accident, il faudra bien que je le repère par un numéro, par un nom. Et donc, quelque part, avoir des robots identifiés, ça me paraît évident. Un état civil des robots. Comme il y a aujourd'hui... un état civil. Alors, on n'ose pas parler d'état civil pour parler des enregistrements de voitures, mais c'est pas pareil. Ce que je propose, c'est la création d'un capital. C'est-à-dire que, comme pour les personnes morales, les robots
ont un capital, les propriétaires du robot doivent obligatoirement mettre un capital. Ce capital, avec un niveau nominal qui permet de prendre en compte les différentes difficultés et pas forcément uniquement une prise de ces difficultés par l'assurance. Je propose des garanties bancaires, un fonds d'indemnisation lorsque malheureusement ce robot sera en situation de responsabilité en tant que sujet de droit, comme pour les personnes morales, et que s'il n'a pas les assurances nécessaires obligatoires, ce fonds de garantie viendra en deuxième niveau. Et comme le contrat vaut loi entre les parties, eh bien, j'ai écrit, et il faut déjà l'amender, on est en 4e version, la charte des droits des robots, avec 2 éléments au cœur de cette réglementation future, mais qu'on peut déjà appliquer par des marques collectives ou par le droit des contrats, la responsabilité en cascade, responsabilité de la plateforme d'intelligence avec possibilité de responsabilité associée. Vous voyez tout le travail fait dans mon cerveau par Olivier Guillem, il a déjà pris une partie. Deuxième élément, l'utilisateur, s'il n'est pas au niveau du premier. Troisième, le propriétaire. Deuxième concept extrêmement important, le robot compagnon est un ami de l'homme, comme le disait Olivier Guillem, et tel que son concepteur l'a voulu, M. Bézoni. Il me semble que s'il est compagnon, alors il faudra intégrer dans le droit des robots le concept de dignité numérique. En Europe, nous avons une charte des droits fondamentaux, et cette charte des droits fondamentaux qui s'applique à toute l'Europe a un article premier, la dignité, avant la liberté. Et l'arrivée du robot repose effectivement dans cet environnement qu'est le numérique, un droit à la dignité numérique qui va bien au-delà que la loi informatique fichier liberté, droit de l'homme numérique. C'est sur cette base que je vous propose de réfléchir ensemble toute la journée pour la création ou non, car il peut y avoir des opposants. Je permets effectivement une opposition, mais je me battrai toute ma vie pour que les robots soient effectivement des équivalents des humains, à condition qu'ils soient capables d'exprimer une liberté. Et aujourd'hui, le droit de la personnalité robot est proche des biens. Demain, va s'appliquer, elle sera peut-être proche de l'humain. Il me semble qu'on va vers une convergence homme-machine. Du côté des robots, ils sont en train de s'humaniser. Alors on est tout au tout début de l'humanisation, mais ils sont en train d'humaniser. Quand vous voyez l'interaction qu'il y a entre un enfant autiste, allez voir les vidéos, elles sont merveilleuses, et Nao, lorsque vous voyez comment les personnes âgées réagissent à des robots compagnons, lorsque vous voyez qu'on commence à les habiller avec des éléments qui ressemblent tellement à son concepteur, que les robots aujourd'hui d'accueil, si on ne met pas robot à 2 mètres, vous pensez que c'est un humain. Ils vont continuer ce processus d'humanisation pour arriver, me semble-t-il, au point de singularité que certains posent. C'est notamment tout le courant Humanis Plus et l'homme, parce qu'il y a une deuxième réflexion. Une deuxième réflexion, on est tout au début, c'est l'homme bionique, l'homme augmenté. Jusqu'où peut-on augmenter les capacités humaines? Alors l'homme a toujours créé des prothèses, et ce qui lui a permis de s'intégrer dans la société civile. Mais aujourd'hui, on passe des prothèses passives, que sont les gants ou que sont les chaussures, à des prothèses intelligentes. Et dans ces prothèses intelligentes, on multiplie effectivement les possibilités, d'où cette notion que j'appelle de mes voeux l'empreinte intelligente. Comme il y a l'empreinte environnementale avec la gestion de la fracture d'intelligence. Mais l'homme bionique, ce n'est pas uniquement des prothèses intelligentes passées sur lui, mais en lui. Et à partir de là, jusqu'où va-t-on augmenter les hommes? À partir de quel moment on rentre dans un eugénisme technologique? Vous avez une question qui est au milieu, c'est les animaux. Est-ce qu'on peut augmenter les animaux librement? Qu'est-ce que ça veut dire d'augmenter les animaux? Et jusqu'où, par exemple, pour des souris,
On a fait des modifications génétiques leur permettant de devenir, entre guillemets, plus intelligentes que la souche primaire. Entre l'augmentation bionique et l'humanisation, nous avons besoin de règles juridiques et aussi de règles éthiques.